Merci d'être ce soir avec nous, une fois de plus, à Psychanalyse et transfert culturel, qui consacre cette soirée pour offrir un hommage à Diana Rabinovitch. Lively, c'est le nom du dernier auteur dont on a parlé avec Diana Rabinovitch. Diana ne pouvait pas s'empêcher de recommander des livres. Lively, Penelope Lively, c'était l'auteur en question. Lively, vivant, vif, brillant, c'est le ton que j'espère aura cette soirée d'hommage. Diana Rabinovitch a répété à plusieurs reprises dans nos rencontres: on ne peut pas comprendre les Français si on n'a pas lu Talleyrand ou si on n'a pas lu un tel ou un tel. La liste était longue, mais spécialement Talleyrand. Ainsi, je dirais que si on n'a pas lu Diana Rabinovitch, on ne comprendra pas la psychanalyse en Argentine. Et de façon plus vaste, la politique de traduction en sciences sociales en Argentine. Ce qui est comparable, et c'est le seul point, entre Diana et Talleyrand, c'est le rôle de pièce maîtresse pour comprendre une époque, un pays, une discipline. J'ai rencontré par son intermédiaire quelques-uns des invités qui sont ici aujourd'hui. Le temps que nous avons est court et je voudrais adresser mes excuses à la longue liste d'invités que j'aurais pu convoquer. Des collègues argentins, brésiliens, français, espagnols. Je ne l'ai pas fait pour des raisons évidentes liées au temps dont nous disposons. Diana Rabinovitch a été une passeuse, responsable de la traduction de beaucoup d'œuvres de Lacan. Elle aimait profondément l'espagnol, la langue, et Roger Chartier, ici ce soir avec nous, en parlera. Moi-même, j'évoquerai un tout petit peu cette question. Et là, de ce point de vue-là, eu beaucoup d'activités de traduction et elle a aussi fondé une maison d'édition. Diana n'a pas vécu le siècle de Cervantes et n'a pas eu le temps de faire comme lui de l'humour ou bien d'élaborer un witz comme lui avant de mourir, prise au dépourvu qu'elle a été par l'épidémie du Covid. De son très long parcours, soulignant ses décisions de devenir psychologue, puis psychanalyste, puis débuter, et ce jusqu'à la 5e année, des études de médecine qu'elle a été obligée d'interrompre car le début de la dictature l'amène au Venezuela, à l'époque plus propice que l'Argentine pour les activités intellectuelles. En 1980, un congrès est organisé à son initiative à Caracas. Elle l'organise, elle souhaite amener Lacan en Amérique latine. Elle le fait avec l'aide de quelques collègues. Lacan y était déjà présent, bien sûr, par certaines de ses œuvres traduites. Mais ce congrès de 1980 donne un souffle nouveau à la transmission de la psychanalyse lacanienne en Amérique latine. Peu importe si des mouvements opposés y ont trouvé origine et matière. Diana Rabinovitch rentre en Argentine, où elle participe très activement et à l'enseignement à l'université, où elle devient rapidement professeure. Et elle participe aussi à la publication et traduction des œuvres de Lacan. Cette dernière activité s'interrompt lorsqu'elle quitte l'école de la cause freudienne en 1991. Diana Rabinovitch continuera inlassablement son activité de transmission. Plusieurs séminaires qu'elle a donnés sont publiés en espagnol. Elle créera le Centre franco-argentin avec l'Université de Buenos Aires et l'École des hautes études en sciences sociales, dont Roger Chartier parlera ici. Elle a invité beaucoup d'intellectuels français qu'elle a ensuite traduits et publiés en Argentine. Elle a invité Barbara Cassin, ici présente ce soir, et également Françoise Gorog. On ne fera pas ici la biographie de Diana Rabinovitch et mes invités de ce soir voudront bien m'excuser de les présenter que par leur fonction institutionnelle afin de leur donner au plus vite
et plus longuement la parole. Nous avons organisé les temps de parole selon des calculs avec chaque invité. N'en soyez pas surpris. Je leur remercie de prendre le micro le temps qu'on a convenu ensemble. Roger Chartier est professeur au Collège de France. Le nombre de livres qu'il a publiés est innombrable. Pour nos amis latino-américains, le Collège de France est une prestigieuse institution à Paris. Il n'y a pas d'équivalent en Amérique latine. Et également, Barbara Cassin, qui est académicienne, appartient donc à l'Académie française et il n'y a pas non plus d'équivalent en Amérique latine. Je passe la parole donc à Roger Chartier. Merci beaucoup. Je voudrais vous remercier de me faire partager ce moment de souvenir et d'échange intellectuel dans la pensée, de l'œuvre, du travail, de la personne de Diana Rabinović. J'ai pensé que cette intervention pourrait être une manière de réparer une injustice. En effet, dans toutes les notices, et très nombreuses biographiques, et très nombreuses notices biographiques publiées dans les journaux argentins après le décès de Diana, le 22 avril 2022, toujours est fait mention de son rôle, comme vous venez de le rappeler, dans la fondation du Centro Franco-Argentino de Altos Estudios de l'Université de Buenos Aires et du coup de la reconnaissance du gouvernement français qui l'a accueilli dans l'ordre du mérite. Or, ce rôle essentiel pour la construction de relations intellectuelles nombreuses, intenses entre la France et l'Argentine à partir de 1995 paraît oublié par les institutions. Le site de l'ambassade de France à Buenos Aires rappelle seulement que le Centre franco-argentin des hautes études en sciences sociales a été fondé en 1996, qu'il est le résultat d'un accord entre l'ambassade de France et l'Université de Buenos Aires et qu'il a pour membre fondateur l'École des hautes études en sciences sociales. Le site de l'École des hautes études en sciences sociales indique que le CFA a été, je cite, créé à l'initiative de Jacques Revel, alors président de l'école, en 1996. Le site de l'Université de Buenos Aires mentionne seulement la date de fondation du centre, 1996. Nulle mention est faite dans aucun de ces trois sites de l'initiative décisive qu'a prise Diana en 1995 et qui a été l'organisation d'un premier cycle de conférences donné par des chercheurs français sur un thème qu'elle avait choisi, la subjectivité. Le rappeler et la préparation de cette intervention m'a fait descendre dans ma mémoire, comme écrit Borges, puisque j'ai été l'un de ces conférenciers de 1995. Il me semble que pour revenir sur l'initiative de Diana Rabinović, il faut la situer dans la rencontre entre une situation historique et une trajectoire personnelle. La situation historique, en 1995, sortie de la dictature militaire. À partir de 1983, à partir du rétablissement de la démocratie, les professeurs et les intellectuels exilés ont fait retour en Argentine. Et vous l'avez rappelé, ce fut le cas de Diana, partie avec sa famille pour le Venezuela en 1975, où elle a organisé le mythique séminario de Caracas avec la présence de Jacques Lacan. Ce fut le cas aussi, ce retour, de très nombreux intellectuels ou professeurs argentins, par exemple l'historien Enrique Tandete. Mais durant la décennie qui a suivi 1983, la reprise des relations scientifiques avec la France et les Français demeurait encore limitée, dans un temps qui était un temps de reconstruction des institutions en Argentine. L'initiative de Diana a brisé cette lenteur. Elle fut réalisée avec la collaboration d'une historienne médiéviste, Marta Madero, elle aussi rentrée d'exil, d'un exil en France. Docteur de l'Université de Paris 7 en 1990, Marta Madero, amie de Diana, était titulaire d'une chaire d'histoire médiévale à l'Université de Buenos Aires depuis 1993. Une situation historique donc, mais aussi une trajectoire personnelle, une trajectoire intellectuelle qui la faisait penser à cette initiative.
Et cette trajectoire, Diana l'a rappelé dans plusieurs entretiens. En 2001, dans une revue qui est une revue de psychanalyse et de culture, Archeonta, et 10 ans plus tard, en 2011, dans la revue Encrucijadas. Ce qui a compté d'abord, évidemment, était sa familiarité avec la langue et avec la culture française, qu'elle dit acquise desde niña. Depuis qu'elle avait 4 ans, elle avait des cours de français et cette familiarité acquise grâce à una viejita francesa adorable, cette française adorable, Madame Luna. À 10 ans, Diana rappelle qu'elle a déjà lu Verlaine, Rimbaud et Racine en français. Alors, elle a souvent rappelé que c'est cette connaissance précoce de la langue et de la littérature française qui a été pour elle la condition de possibilité de l'entrée dans l'œuvre de Lacan. Non seulement pour saisir ses jeux avec les mots, mais aussi pour identifier les allusions, les références. Et elle mentionne par exemple dans un des séminaires les allusions faites par Lacan à Port-Royal ou aux Précieuses. Au-delà de cette connaissance de la langue, de la littérature, de la culture française, acquise desde niña, je crois que le plus important était son désir de renouer avec une université perdue. L'université de Buenos Aires des années 60, où elle avait été étudiante et aussi ayudante et jeune professeur attaché à certains cours. Cette université a été détruite 2 fois. La première fois par la dictature de Onganía en 1966, et le régime dictatorial d'Onganía dura jusqu'en 1970, et une seconde fois avec la dictature établie par la junte militaire en 1976. Diana avait vécu personnellement le premier de ces 2 golpes, de ces 2 coups d'État. Elle le rappelle dans un entretien accessible sur YouTube qu'elle a donné en 2016 pour un documentaire du Centre audiovisuel de la Universidad de Buenos Aires. Et ce documentaire est intitulé La noche de los bastardos largos. Bastones. De bastardos largos. Bastones. Bastones, pardon. C'est une faute de frappe de mon correcteur automatique. Bastones largos. Ce documentaire est consacré à la nuit du 19 juin 1966, qui fut celle d'une répression féroce à coups de bâtons longs contre les professeurs et les étudiants qui protestaient contre les premiers temps de la dictature de Onganía. Et elle raconte qu'elle réchappa à la répression en s'enfuyant, en sautant par une fenêtre du bâtiment de l'université. Mais la dictature du régime d'Onganía signifia la fin de l'autonomie universitaire, pour Diana Rabinovich, l'exclusion de l'université, l'interruption de son cursus, et pour tous, la destruction d'une vie académique intense et intellectuelle qui avait été celle des années 60 dans l'Universidad de Buenos Aires. Dans ce documentaire, avec beaucoup d'émotion et de délicatesse, Diana exprime sa gratitude et sa nostalgie pour cette université qui avait été celle de ses études. Une université où, dit-elle, les débats, voire même les polémiques entre les disciplines, entre les facultés, étaient vives, mais étaient toujours un très puissant stimulant intellectuel. Une université qui assurait une formation cosmopolite. Et elle rappelle, par exemple, la découverte assurée par un des professeurs de l'œuvre de Lévi-Strauss. Ou encore une université qui était accompagnée de toute une sociabilité entre étudiants ou entre étudiants avec professeurs qui se nouait dans la rue Viamonte, entre la bibliothèque, les librairies et les différents cafés. Dans cet entretien, Diana déclare « Yo extraño este clima », je regrette beaucoup ce climat. Alors, l'initiative de 1995 était sans doute une manière de retrouver quelque chose de l'ouverture, de la liberté intellectuelle, de l'âge d'or de l'Université de Buenos Aires, détruite par la première dictature et ensuite par la seconde. Elle visait aussi, cette initiative, à inscrire dans une université, celle de 1995, où les étudiants étaient déjà beaucoup plus nombreux que dans les années 60,
d'inscrire dans cette université, qui était déjà une université de masse, des enseignements, des rencontres, des débats à la fois exigeants, originaux, stimulants. Et de là, l'organisation de ce premier cycle de conférences, rendu possible grâce à l'appui du rectorat de la UBA, grâce à l'appui de l'EHESS et de son président du temps, Jacques Revel, et grâce aussi, il faut bien le dire, par les invitations plus que généreuses de Diana. Le cycle de 1995 fut immédiatement suivi l'année d'après par la constitution du Centre franco-argentin. Mais ce cycle, dont je me souviens, avait connu un succès extraordinaire. Donné dans l'amphithéâtre de la faculté d'odontologie, les conférences étaient suivies par un très grand public, peut-être plusieurs centaines d'auditeurs. Un public composé d'étudiants, de collègues, venus évidemment en grand nombre de la psychanalyse, des chaires de psychanalyse de l'université, mais aussi de toutes les disciplines des sciences humaines et sociales. Et un public aussi qui accueillait à des intellectuels ou des écrivains. Ce fut à cette occasion que j'ai rencontré pour la première fois Riccardo Piglia. L'initiative de Diana a joué un rôle essentiel pour que s'établissent à partir de cette date de très fortes collaborations intellectuelles entre chercheurs argentins et français, au-delà du monde des spécialistes français de l'histoire de l'Amérique latine. Dans mon propre domaine de travail, comme vous l'avez rappelé, l'histoire culturelle de la première modernité, ce fut à partir de cette première série de conférences que se nouaient de durables échanges, de solides amitiés avec des collègues que j'ai rencontrés à cette occasion et qui étaient tous des historiens de la génération des exils, soit les exils lointains, Mexique, France, Espagne, soit des exils intérieurs. C'était le cas de Enrique Tandeter, de Fernando Devoto, de José Emilio Burucua. J'avais fait un premier voyage en Argentine en 1994, invité par José Carlos Caramonte, qui était alors le directeur de l'Instituto Ravignani. Mais c'est grâce à Diana qu'ont pu s'instaurer des collaborations qui, pour certaines, durent jusqu'à aujourd'hui. Et c'est à partir de ce moment aussi que fut accueilli par Carlos de Santos, avec générosité, de très nombreux auteurs français dans le magnifique catalogue des éditions Manantial que vous avez rappelé. En 1966, il publia les conférences que j'avais présentées l'année précédente sous le titre quelque peu oxymorique de Escribir las prácticas. Et ce fut mon premier livre publié en Argentine. Je voudrais terminer en soulignant les liens qui me semblent exister entre le travail propre de Diana et ce projet d'une série de conférences dans les domaines des sciences humaines et sociales, chaque année ayant un thème particulier. Et du coup, la possibilité d'accueillir des philosophes, Barbara Cassin, Alain de Libera, des juristes comme Yann Thomas, des historiens, Jacques Revel, Jean Goldschmidt, Alain Bourreau, François Hartog. Dans l'entretien de 2011, Diana rappelle: j'ai toujours maintenu mon intérêt pour l'histoire et la philosophie. Et cet intérêt était situé dans une immense culture. Dans un portrait publié dans Clarín, le journal de Buenos Aires, au lendemain du décès de Diana, son collègue Pablo Muñoz soulignait qu'elle était une lectrice, je cite, avide, infatigable, curieuse et inquiète, et il conclut que son œuvre se caractérise de manière originale par une immense érudition. Le très long entretien de 2001, publié dans la revue de psychanalyse et de culture comme un reportage Aqueronta est le titre de cette revue, permet de comprendre les liens entre son travail et sa pratique comme psychanalyste et les thèmes des conférences données par les chercheurs français invités, suggérés par le programme. Pour conclure, je dirais que 3 de ces thèmes me paraissent communs au travail de Diana et à ce programme du Centre franco-argentin né sans le nom dès 1995. D'abord, son intérêt pour la dimension historique, à commencer par l'histoire de la psychanalyse elle-même. Dans l'entretien de 2001, elle affirme, je cite, « Il me paraît de plus en plus important que les psychanalystes connaissent l'histoire de la psychanalyse.
Et elle ajoutait qu'il ne s'agissait pas, bien sûr, d'une histoire chronologique, mais d'une histoire conceptuelle. Et de là, dans le même entretien, elle rappelait que pour elle, résidait dans cette nécessité le bienfait de l'entrée de la psychanalyse dans l'université, et de là aussi, sans doute, la forte présence, sans doute renforcée aussi par la collaboration avec Marta Madero, de l'histoire et des historiens dans le programme des cycles de conférences du cycle du Centre franco-argentin. Seconde rencontre, son interrogation permanente sur les rapports entre l'oralité et l'écriture. C'était là un thème fondamental, comme vous le savez mieux que moi, de son approche de l'œuvre de Lacan, la comparaison entre les écrits et les séminaires, la discussion parfois critique des relations entre les performances orales et les textes des transcriptions. Bien sûr, c'est là un thème fondamental de nombreux historiens qui furent invités dans les cycles de conférences, par exemple les médiévistes ou les historiens de la première modernité. Dernier trait, il me semble que la réflexion de Diana et le programme des cours et conférences avaient un autre thème en commun, et qui est le thème de ce soir, l'attention aux spécificités linguistiques et au travail de la traduction. La traduction était pour Diana un objet privilégié. D'abord comme traductrice, vous l'avez rappelé, elle a traduit ou établi le texte de 4 des séminaires de Lacan et aussi le texte de la traduction des écrits. Cette pratique a toujours été accompagnée par une double réflexion. La première sur le sens historique de deux notions essentielles rencontrées dans Góngora et dans Gracián, agudeza et desengaño. Et d'autre part, une attention portée sur les écarts de signification des mêmes, entre guillemets, des mêmes notions dans différents langages. Ainsi, les notions de l'envie, de la jalousie, de la pudeur. La pudeur était l'objet d'une contribution donnée au colloque de Cerisy en 2012, dont le thème était les pluriels de Barbara Cassin. Il n'est pas, je crois, de meilleure fille d'Ariane pour notre rencontre. Merci. Barbara, je ne sais pas comment te présenter, comme philosophe, académicienne, auteur de nombreux ouvrages que vous trouverez dans la présentation de cette soirée. Je citerai seulement le Dictionnaire des intraduisibles, qui est très connu, traduit dans plusieurs langues. Et je pense qu'on va avoir la joie de travailler un des récents ouvrages sur la traduction prochainement ici. Aujourd'hui, je remercie la présence de Barbara ici et je lui passe la parole. Enfin, je suis très heureuse d'être là et merci de me donner cette occasion. Mais je m'en rends d'autant moins compte que la vie et le travail, pour moi, étaient très mélangés avec Diana et que elle a énormément compté et elle m'a énormément appris. À vrai dire, elle m'a autorisée à prendre en considération le rapport non seulement entre philosophie et psychanalyse, mais entre sophistique et psychanalyse. Et c'est autour de cela qu'elle m'avait demandé la première fois de faire cours. Je voudrais expliciter ça à partir d'un séminaire que nous avons mené ensemble avec Françoise Gorog, avec Alain Badiou, avec Elisabeth Tamer, un séminaire autour de l'étourdi que nous avons fait ensemble en 2005 et dont malheureusement n'ont été publiés que l'intervention de Badiou et la mienne, simplement parce que ces dames ne nous avaient rien donné. Donc en 2010, on s'est décidé à le publier, sans elles, et c'était très dommage. Ce travail, je voudrais le mettre sous une phrase du début du séminaire de Diana Rabinovitch, que Diana m'a plus que gentiment, enfin très fortement donné, ce début de séminaire sur l'étourdi.
Et voilà cette phrase que je vais prononcer dans un, allemand, dans un espagnol dégueulasse. La idea de Lacan es poner de alguna manera en acto. L'étourdi, c'est la mise en acte de l'idée lacanienne, de l'idée de Lacan. Lacan, dans l'étourdi, met en acte son idée. Et c'est cela que je voudrais un peu expliciter. Tout cela est pour moi mis sous le patronage d'une phrase de Lacan qu'il a écrite en 65. Le psychanalyste, c'est la présence du sophiste à notre époque, mais avec un autre statut. Pourquoi? Eh bien parce que aussi bien Lacan que les sophistes tiennent une parole folle. C'est-à-dire, pour dire folle, ça veut dire insensé au sens strict, c'est-à-dire dépourvu de sens tel que nous avons l'habitude de le concevoir, c'est-à-dire de sens aristotélicien. Et c'est autour de ça c'est cela que je voudrais détailler. Les sophistes comme Lacan font des performances, c'est-à-dire qu'ils parlent logou-karine pour le plaisir de parler. Et ils parlent pour le plaisir de parler, Lacan peut dire en pure perte, peu importe, mais cette phrase logou-karine, c'est parler pour parler, c'est ce qui caractérise pour Aristote les sophistes et qui fait que ce ne sont pas vraiment des hommes. Ce sont plutôt des plantes. Ils n'ont pas un logos qui se tienne. Ils n'ont pas un logos d'homme. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils refusent de se plier à la décision du sens. C'est-à-dire qu'ils refusent l'univocité. Pour Aristote, et c'est le premier cours que j'avais fait chez Diana, pour Aristote, parler, c'est dire quelque chose, c'est signifier quelque chose, c'est signifier une seule chose et la même pour soi-même et pour autrui. Autrement dit, la décision du sens, c'est d'ancrer le sens dans l'univocité. Et c'est cela qui ne fonctionne absolument pas, ni avec Lacan, ni avec la sophistique, et qui, à coup sûr, ne fonctionne pas dans l'étourdi. Donc, c'est cela que j'aimerais préciser un petit peu. Pour le préciser, je voudrais rappeler une phrase de Lacan qui date de 72, alors que l'étourdi est de 73. Je vous la livre. Lisez la métaphysique d'Aristote et j'espère que, comme moi, vous sentirez que c'est vachement con. C'est passionnant de voir quelqu'un d'aussi aigu, d'aussi savant, d'aussi alerte, aussi lucide, se mettre à patauger là, de cette façon, parce que quoi? Parce qu'il s'interroge sur le principe, naturellement. Il n'a pas la moindre idée que le principe, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de rapport sexuel. Il n'en a pas idée, mais on voit que c'est uniquement à ce niveau-là qu'il se pose toutes les questions. Donc voilà, Aristote d'un côté, vachement con, et une autre manière de parler, celle qui ne se fonde pas sur le premier principe aristotélicien indépassable, le principe de non-contradiction, et celle qui se fonde sur un nouveau principe, il n'y a pas de rapport sexuel. Et ce nouveau principe, c'est ce qui est mis en acte. Cette parole-là, elle est mise en acte. Ce type de discursivité, il est justement passé à l'acte dans l'étourdi. Et c'est pour ça qu'on n'y comprend rien. Et je dois dire que il m'est arrivé 2 fois dans ma vie que quelqu'un m'ouvre un texte. C'était Michel de Guy, que je regrette aussi vivement que Diana. Michel de Guy, qui avait lu en classe, puisque c'était mon prof d'Hippocane, il avait lu un poème de Char, que je ne comprenais pas quand il l'avait lu, La Sorgue, pourtant assez simple. Et une fois qu'il l'avait ouvert, on comprenait tout. Eh bien, ça m'est arrivé une autre fois avec Diana, quand j'ai lu l'étourdi, j'y comprenais rien. Et après ce séminaire, j'ai eu l'impression de tout comprendre, c'est-à-dire qu'elle ouvrait
mot après mot, phrase après phrase, justement avec cette épaisseur de connaissances qu'elle avait, de connaissances des langues, des références, de tout ce qui était caché sous les mots. Eh bien, avec ça, elle ouvrait tout. Et elle l'ouvrait d'une voix quand même, enfin, c'est peut-être ça qui m'a le plus frappé et dont je garde le souvenir le plus vif de Diana. Elle l'ouvrait avec une voix filiforme qu'on entendait à peine, mais qui était d'une telle précision d'articulation qu'on ne pouvait pas y échapper. Et cette précision d'articulation dans ce fil de phonèmes, voilà ce qui pour moi est à jamais Diana Rabinowitch. Alors, l'étourdi donc exécute le passage à l'acte, la performance d'une discursivité non aristotélicienne. Et c'est pourquoi c'est un texte réellement incompréhensible, comme ça, quand on le lit avec nos oreilles habituées, nos yeux habitués, on ne le comprend pas. Alors, je voudrais juste essayer d'expliciter où accrocher les points d'incompréhension. Bon. Il me semble que à l'intérieur même de l'étourdi, il s'accroche à un point essentiel, et c'est là où j'en arrive à la traduction, il s'accroche à l'équivoque, donc au signifiant. Et cette phrase, une langue, entre autres, n'est que l'intégrale des équivoques que son histoire y a laissé subsister, cette phrase de Lacan dans l'étourdi me guide pour toujours. C'est-à-dire que c'est à cause d'elle, ou c'est avec elle, ou c'est, disons, dans son orbite, que le dictionnaire des intraduisibles dont Diana parlait peut exister. Chaque langue déploie ses équivoques et n'est rien d'autre que ces équivoques déployés. Et c'est cela qui constitue l'intraduisible par excellence, c'est-à-dire non pas ce qu'on ne traduit pas. Bien sûr, on va traduire chacun des sens, et puis on va trouver des équivalents. Mais c'est ce qu'on ne cesse pas de ne pas traduire. Donc le dictionnaire des intraduisibles a été fait, on peut dire, dans l'horizon de l'étourdi, dans l'horizon de cette phrase de l'étourdi, et avec les deux mots pour l'espagnol que Diana désignait, agudeza et desengaño. Ces deux mots, on les trouve. Ce n'est pas Diana qui les a écrits, mais ça aurait dû. Voilà. Donc, voilà le cœur pour moi de l'étourdi. La mise en acte des équivoques via évidemment le signifiant et via un autre tourment qui est celui de la négation. Il se passe un rapport fou à la négation dans l'étourdi. Mais de toute façon, quand je dis fou, je veux dire non aristotélicien. C'est tout. Ça veut dire que nous ne sommes plus dans le sens, nous sommes dans le à-sens, le hors-sens, le in-sens, et même toutes ces différences de non-sens sont à l'œuvre à l'intérieur de l'étourdi. Et le point le plus violent, le point culminant, c'est le rapport de Lacan, dans l'étourdi, au grec, et en particulier à Démocrite. Alors, je vous lis la phrase qui, pour moi, est une phrase clé. Qu'on en rit, c'est souligné, R-I-E, la langue que je sers s'y trouverait refaire le joke de Démocrite sur le Médène, à l'extraire par chute du mais, de la négation, du rien, qui semble l'appeler, telle notre bande le fait d'elle-même à sa rescousse. Démocrite, en effet, nous fit cadeau de l'atomone, du réel radical à en éluder le pas, mais dans sa subjonctivité, soit ce modal dont la demande refait la considération, moyennant quoi le den
Puis bien le passager clandestin dont le clame fait maintenant votre destin, pas plus matérialiste en cela que n'importe qui de sensé, que moi ou que Marx par exemple. Pour Freud, je n'en jurerais pas. Qui sait la graine de mots ravi qui a pu lever dans son âme d'un pays où la cabale cheminait? C'est bien fait si vous n'avez rien compris. Parce que c'est normal. C'est normal de ne rien comprendre. C'est pourtant avec cette vitesse-là que ça doit se lire. Donc, il s'agit du rien, c'est-à-dire du méden grec, c'est-à-dire du pas même un, sauf que Démocrite le coupe autrement. Au lieu de dire medhen, pas même un, il dit dead, c'est-à-dire il fait une fausse coupe et il isole un petit bout du mot qui n'a aucun sens, qui n'a jamais existé. Et ce petit bout du mot, eh bien, il en fait l'emblème du moins que rien, du I1. Il faudrait le dire. Lacan parle de I-an, mais il faudrait parler de I1, UN. Donc voilà, c'est cela qui est le den de Démocrite, c'est le passager clandestin de toute l'ontologie, c'est-à-dire qu'on a toujours dit que ça voulait dire quelque chose, sauf que ça ne veut pas dire quelque chose, ça veut dire moins que rien. Donc ça veut dire que ce quelque chose, l'atome, c'est moins que rien. Et c'est autour de ça, autour de cette construction, que, au fond, toute l'enveloppe qu'est l'étourdie pourrait se déployer. Donc voilà, den, fausse coupe, non-sens, absence, I1. Démocrite rit tout, parce que, alors là, je dois ce mot-là à Françoise Borog, que Diana m'a fait rencontrer, parce que le matérialisme est un matérialisme. Voilà. Donc, je conclus. Tu as le temps. Hein. J'ai le temps? Bon, je conclus quand même. Oui, je conclus par une phrase de Lacan à Caracas. Une phrase qui me tourmente, que je ne suis pas du tout sûre de comprendre, qui est liée à l'étourdi parce que l'étourdi joue, et vous l'entendez rien qu'avec le titre, de l'oral et de l'écrit. La traduction de l'étourdi en espagnol, voilà, avec dicho au bout, ouais. Bon, en dit long. Donc, Lacan à Caracas a une phrase qui m'intrigue. Donc, il parle de la Madone de Bramantino, de la grenouille, puis de l'autre, et du fait qu'il n'y a pas d'autre de l'autre. Et il continue. Il s'ensuit que ce que la langue peut faire de mieux, la langue en un seul mot, c'est de se démontrer au service de l'instinct de mort. C'est là une idée de Freud, c'est une idée géniale, ça veut dire aussi que c'est une idée grotesque. Le plus fort, c'est que c'est une idée qui se confirme de ceci, que la langue n'est efficace que de passer à l'écrit. Alors, c'est vraiment quelque chose dont je ne sais pas quoi penser, parce qu'on pourrait se dire, bon ben voilà, le pauvre, il est encore platonicien. Pas ça, c'est évidemment pas ça, mais c'est quoi? Et là, au fond, ma conclusion, oral, écrit, lettre au service de l'instinct de mort, lettre morte, la mort, il y a donc une très longue vie après la mort. En tout cas, moi, j'aimerais que Diana Rabinovitch m'explique cette phrase. Voilà. Je te remercie de me remercier. Je veux ajouter simplement que c'est grâce à Carlos qu'on a beaucoup des textes dont on dispose aujourd'hui, à Carlos de Santos qui est son époux et qui dirige l'éditorial. Merci beaucoup pour ce concentré de problèmes de l'étourdi. Merci pour mettre en lumière, comment dire,
la spécificité du travail de lecture de Diana, qui était d'une grande originalité grâce à sa richesse, à ce qu'elle avait dans ses valises de savoir, de connaissances, de langue. Et il faut dire que l'Atolondradicho, elle expliquait ce titre, cette traduction. D'ailleurs, dans toute la traduction qu'elle fait, qu'elle ne fait pas seule, et il y a 2 traducteurs aussi, j'ai oublié en ce moment les noms, je vais ça va revenir, mais dans toute la traduction, il y a des petits appels, des notes en bas de page. On parlait justement la dernière fois s'il faut traduire avec ou sans footnotes. Et la finesse des interventions, des trouvailles, mais le work in progress de Diana, parce qu'elle fait son cours après cette traduction, et elle continue à chercher des mots qui sont déjà traduits de Lacan, qui sont publiés, et qui exercent chez elle une sorte de cause pour continuer à traduire. Et j'aurais traduit, dit-elle, comme ci ou comme ça, et j'aurais laissé les 2 mots, et j'aurais laissé je me souviens plus quelle est l'option qui n'apparaissent pas les options qui n'apparaissent pas dans la traduction et qui sont au travail chez elle. Et c'est très intéressant parce que tu rappelais la question de l'équivoque présent dans tout ce texte, et je dois rappeler que pour elle, la préoccupation qu'elle avait tout le temps quand elle faisait un séminaire, j'en ai suivi très peu parce que je suis venue très vite en France, mais la préoccupation qu'elle avait tout le temps, c'était le lien entre ce que Lacan faisait et le travail analytique. Bien sûr. Et comment Lacan, en changeant de conception sur le signifiant, changeait la conception sur l'interprétation. Et tu parlais du rien aussi, dans ce étourdi, il y a la question du lien très étroit avec l'objet. Tout à fait. L'équivoque, à propos des notes de bas de page, on peut dire que le dictionnaire des intraduisibles, c'est les notes de bas de page faites texte. C'est ça. C'est ça l'idée. Oui. Qu'on dise, reste oublié derrière ce qui se dit dans ce qui s'entend. Bon, c'est tout. C'est tout. Et c'est peut-être, c'est tout parce que tu es familiarisé avec ça, mais quand on lit les explications de Diana, le temps qu'elle a pris, parce qu'elle a fait un séminaire assez long, je crois que c'est grâce à sa lecture. Oui, mais c'est-à-dire qu'elle ouvre phrase après phrase. C'est Exactement, ça. C'est exactement. ça qu'elle fait de magnifique. C'est exactement ça. Elle les ouvre, elle les met en perspective avec Lacan lui-même, en perspective avec la philosophie. Elle explique il y a un travail de traduction, d'explication de la traduction dans l'étourdi qui est vraiment casse-tête, qui est très, très, très important. On voit qu'elle navigue entre ces 2 langues, entre le français et l'espagnol, qu'elle est au milieu, qu'elle entend les voix, le rythme des 2, et que ça lui permet d'arriver à non seulement traduire, mais aussi à expliquer cet écrit dont je crois, je suis pas sûre, mais je crois, on n'a pas tout à fait exploité les conséquences pour la clinique, chose qu'elle commence à faire Oui. dans son séminaire. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'elle montre dans le français des choses qu'un Français ne voit pas. Et ça, j'allais dire, c'est normal. Oui, bien Il faut sûr. regarder depuis ailleurs. Il faut déterritorialiser la langue pour la comprendre absolument. Nous avons maintenant le plaisir d'entendre Françoise Gorog, qui est ancien chef de service de psychiatrie à l'hôpital Sainte-Anne. Ensuite, elle a été fondatrice de l'Institut de psychanalyse du même hôpital. Elle a été élève de Lacan et elle a publié de nombreux articles
dont un livre qui a été publié en Argentine dans la maison d'édition de Diana Rabinovitch sur le lien entre perversion et psychose. Il faut que je vous dise que j'ai eu le plaisir de travailler de très longues années dans son service à Sainte-Anne, que d'ailleurs Diana Rabinovitch m'avait suggéré de la contacter il y a très longtemps, alors que je travaillais encore dans un service de psychiatrie biologique dans le même hôpital. Donc, je passe la parole à Françoise Gourog. Bonsoir, mais je suis désolée, mais je pense que tout a été dit. Et donc, c'est un peu difficile pour moi de vous dire à quel point Diana a été importante, puisque déjà, il a été repris combien elle a organisé la première rencontre du champ freudien à Caracas. Alors, c'est vrai que pour moi, c'est des souvenirs, parce que c'est vrai que c'est à cette occasion que je l'ai rencontré à Paris pour la première fois. Donc, c'était en 80. Et il se trouve que nous avons parlé toute la nuit, parce que grâce au décalage horaire, elle était prête à parler très tard. Et puis ensuite, nous n'avons pas cessé d'échanger, tantôt à Buenos Aires, tantôt à Paris, et je dois rappeler son hospitalité, qui a toujours été merveilleuse, ainsi que celle de Carlos de Santos, qui peut-être nous entend et qui a toujours été dans cette hospitalité. Elle a même fait une chose incroyable, elle m'a fait accepter de publier un livre aux éditions Manancial avec Carlos, et c'était quand même suite à une lecture très patiente et une insistance très précieuse. Je vous dirai juste quelques mots, parce que je trouve que l'essentiel a été dit. Pour moi, ce qui comptait beaucoup chez Diana, c'était aussi sa connaissance de l'humour. C'est-à-dire que je trouvais que Diana n'avait pas besoin d'apprendre que l'humour était la défense contre le désespoir. Elle le savait très bien. Et vous avez très bien expliqué comment elle a eu pas mal de raisons en Argentine dans ce qu'elle a vécu, d'avoir pu tomber dans le désespoir, et qu'elle savait ce que c'était que l'humour. Et finalement, elle était, je vais vous dire en quoi je la trouvais très lacanienne, c'est que Lacan, finalement, reprenait quand même beaucoup la thèse freudienne, et tellement bien qu'au cours d'un déjeuner, il a insisté en disant, dans les années 70, qu'il fallait absolument lire les textes de Freud, la science des rêves, le mot d'esprit, et ses rapports avec l'inconscient. Alors, ce qui m'a beaucoup appris de la part de Diana, c'est qu'elle a toujours su ce que c'était la lecture, mais j'ajouterais la relecture, car si quelqu'un a démontré que dans la répétition, il y a du nouveau, c'est bien Diana. J'insisterai sur le fait que finalement, sa lecture de Freud et des analystes dits post-freudiens, d'avant Lacan, était pour moi très importante, parce qu'elle n'était pas très répandue dans le milieu lacanien quand même. Donc, s'il y avait quelqu'un avec qui je pouvais parler de tel article post-freudien, c'était bien avec elle, car je dois dire que je n'y arrive guère avec d'autres. Et finalement, Diana me faisait apprendre comment, pour trouver du nouveau, il faut vraiment connaître ce qui s'est passé auparavant, et que finalement, il y avait quand même quelque chose entre la répétition et la bonne rencontre, la trouvaille. Elle savait très bien, au fond, faire ainsi. Et même, par exemple, quand j'étais obsédée par un DEA sur philosophe danois Kierkegaard, elle l'avait lu, et elle savait d'où venait cette idée lacanienne que dans la répétition, il y a du nouveau. Pas beaucoup de personnes le savaient. Elle s'intéressait à tellement de textes, et ça a déjà été dit, ça m'ennuie de le répéter, pas seulement ceux d'une seule discipline. Et dans ce cas-là, elle pouvait être très proche de Lacan, qui, comme il l'a dit, a dit « j'ai pris mon miel partout où je le trouve ». On sait qu'il avait pris son miel dans le séminaire de lecture de
Hegel tenu par Kojève dans les années 30, et finalement, qui était en partie comme une sorte de nouvelle création de Hegel. Eh bien, Diana, elle, savait ce que c'était qu'une dite lecture créative, et par exemple, dans la phénoménologie de l'esprit, à partir de la dialectique du maître et de l'esclave que Lacan a repris si souvent, Freud ayant auparavant souligné le mot esclave. Et ce point-là, par exemple, Diana le savait. Il n'y avait qu'avec elle que je pouvais vraiment évoquer des choses comme ça. Bon, ça a été déjà dit, donc ça m'ennuie de répéter que ce n'est pas par hasard qu'elle a fait son DEA au département de psychanalyse à Paris 8 en 1983 sur la langue espagnole et le baroque. Alors ça, c'est quand même un point essentiel parce que le baroque, on peut difficilement lire Lacan si on n'a aucune idée de ce qu'on peut appeler le baroque. On l'a suffisamment traité de baroque au sens négatif du terme. Et ça, c'était quelque chose que Diana pouvait parfaitement expliquer puisqu'elle avait étudié quelle considération sur la spécificité des formations de l'inconscient dans la langue espagnole. Alors, finalement, peut-être je interrogerai Barbara sur cette histoire. C'est à partir d'une langue, c'est à partir d'une autre langue qu'on peut en étudier une. Peut-être que tu pourras revenir là-dessus un tout petit peu, parce que je trouve que Diana était un exemple de cette chose que tu cites, je crois, et que plus d'une langue de Derrida, et que finalement, je trouve que là, Diana était vraiment une personne qui pouvait nous faire sentir ça. Donc, j'aimerais bien que, dans un deuxième temps, tu puisses préciser. Alors, pourquoi j'avais mis la varité dans mon titre? Pourquoi j'avais mis la varité? Bon, Barbara sait bien que c'est un mot que j'adore, mais en plus, c'est quand même un néologisme décidé, et je trouve que Diana incarnait bien cette fameuse varité. C'est-à-dire que je trouve que Diana allait au-delà de la vérité et était très proche de ce qui se dit si bien dans ce néologisme-là, néologisme décidé quand même. Par exemple, moi, j'aimais beaucoup parler avec elle de sa connaissance de Mélanie Klein. Certes, Diana était d'accord quant au fait que Mélanie Klein ne lui semblait pas toujours suffisante en clinique. Mais on sait que quand même Lacan a parfois cité Mélanie Klein de façon très élogieuse. Et si quelqu'un a pu m'en parler, c'était bien Diana. Et c'était très important parce que si quelqu'un expliquait ce qui éventuellement pouvait être intéressant, mais aussi ce qu'il fallait ajouter, c'était Diana qui précisait en quoi Lacan avait pu éventuellement aller au-delà de ce qu'elle avait connu dans son expérience kleinienne et dans ses thèses kleiniennes. Diana était aussi capable de dire des choses parfois importantes pour moi parce que pas forcément convenables au sens adapté à ce qu'il faut dire dans tel monde. Et elle a pu dire, et je suis tout à fait d'accord avec elle, que parfois il manquait de lecture critique de Lacan. Mais critique, pas forcément au sens le plus ordinaire, mais alors Barbara va me corriger, mais critique, je crois que je ne me trompe pas en disant que ça dérive du grec qui signifie discerner et qui signifie finalement pas forcément ce qu'on entend par critiquer au sens seulement négatif. Et je dirais que Diana savait ce que c'était que la critique à ce sens-là. Et que c'était très précieux de parler avec quelqu'un qui n'était pas complètement pris dans ces histoires où il ne faut surtout pas critiquer quoi que ce soit. Et c'est une des choses qu'elle m'a beaucoup apprises. Alors, bien sûr, on en a parlé, mais je crois qu'une autre chose, Diana m'a beaucoup appris, c'était incontestablement l'humour. Je vous l'ai dit en commençant, mais c'est vrai que cet humour, heureusement que c'était là, dans la situation argentine, et finalement, Diana, savait bien que l'événement mot d'esprit dit un amour de la langue.
Et au fond, que le mot d'esprit, il se dit en présence d'un tiers. Donc Diana savait ce que c'était que la nécessité de la présence d'un tiers, hein, pour passer au mot d'esprit. Je crois qu'elle savait parfaitement l'incarner ou s'en servir, hein, et que c'était très essentiel. Et je crois que c'est un lien essentiel parce que pour moi, il y a un lien essentiel entre la théorie freudienne de l'humour et la théorie freudienne du dispositif psychanalytique comme cure. Parce que si le psychanalyste ne doit pas être le maître, il vaut quand même mieux qu'il ait le sens de l'humour, hein, quand même, voire éventuellement de l'ironie. Hein. Et donc, de ce point de vue-là, pour moi, Diana m'a beaucoup appris. Lacan illustrait une phrase de Lacan longue que je peux vous lire si vous voulez, qui était quand il disait « Car si délaissée qu'elle soit notre intérêt, et pour cause, le mot d'esprit et l'inconscient restent l'œuvre la plus incontestable. » Donc, c'est Lacan qui le dit, c'est pas moi. Parce que la plus transparente, où l'effet de l'inconscient nous soit démontré jusqu'aux confins de sa finesse. Cette phrase me paraît importante. Et le visage qu'il nous révèle est celui même de l'esprit, dans l'ambiguïté que lui confère le langage, et l'autre face, ou l'autre face de son pouvoir régalien est la pointe, par quoi son ordre entier s'anéantit en un instant. Et pointe, en effet, où son activité créatrice dévoile sa gratuité absolue, où sa domination sur le réel s'exprime dans le défi du non-sens, l'humour, dans la grâce méchante de l'esprit libre, symbolise une vérité qui ne dit pas son dernier mot. Cette phrase, il faudrait la travailler avec Diana, hein, parce que je crois qu'elle est une des rares personnes, hein, qui pouvait déplier, hein, cette partie-là. Hein. Et finalement, eh bien, Diana savait que le monde analytique, hein, a souffert, il faut bien le dire, d'une difficulté, hein, c'est pas écrit, d'une difficulté où l'humour, dit Lacan, n'était plus de mise jamais dans les sociétés analytiques. Et c'était un fait, et je vous cite le détail, Lacan disait que leurs auteurs sont désormais trop soucieux d'une position d'honorable pour y faire encore la moindre part au côté irrémédiablement saugrenu que l'inconscient entretient de ses racines linguistiques. Donc je crois que Diana savait ce que Lacan appelait ce côté saugrenu et qu'elle ne l'a jamais évité et qu'elle était capable de nous le faire entendre. Voilà, je pourrais dire un autre exemple des bienfaits de sa critique. Diana, par exemple, quand j'ai eu la chance de participer avec Barbara, Elisabeth Tamer et Diana à ce séminaire sur l'étourdi, eh bien, Diana faisait remarquer que à ce moment-là, il dit le dire reste oublié derrière le dit dans ce qu'on entend, et que le dire n'est pas la même chose exactement que qu'on dise. Hein. Donc c'était très simple, mais c'était quand même une façon qui fait que on pouvait saisir quelque chose. Et ça me rappelait Lacan dans le sens qu'un jour, le contrôle, supervision, je ne sais pas comment vous l'appelez, je racontais à Lacan qu'une patiente me disait, j'étais toute jeune, hein, encore plus bête que maintenant, et je disais, elle me dit, ma mère a eu 4 enfants avec moi. Et puis il m'interrompt là, hein, et je lui dis, mais non, mais elle parlait de ses frères et sœurs. Hein, je lui dis bêtement, hein, c'était en 70. Hein. Et Lacan m'engueule en me disant, mais elle l'a dit. Oh, hein. Et je dois dire que quand je parlais de ça avec Diana, bien pour elle, c'était extrêmement clair. Hein. Et d'ailleurs, il faut bien dire que Lacan a dit lui-même dans Encore, c'est une formule, dit-il, soigneusement adaptée à son effet, soigneusement adaptée à son effet, hein, effet du signifiant, bon, comme toutes celles que je profère, disait-il. Hein.
Voyez l'étourdi. Je n'ai pas dit le dire, reste oublié. J'ai dit qu'on dise. Donc Diana avait entendu ça, et savait entendre, et savait nous le dire. Eh bien, pour conclure, ce qui est impossible, je voulais rappeler que Diana avait repris, disant combien elle y tenait, cette phrase du séminaire d'un discours qui ne serait pas du semblant, en 71. Et elle la citait, et donc je vous la reprends. Si l'expérience analytique se trouve impliquée de prendre ce titre de noblesse du mythe oedipien, c'est assez fun, il faut bien le dire, c'est d'accord. C'est bien qu'elle préserve le tranchant de l'énonciation de l'oracle. Et je dirais plus, que l'interprétation y reste toujours du même niveau, elle ne reste vraie que par ses suites, tout comme l'oracle. Pardon, c'est Diana qui disait ça. L'interprétation n'est pas mise à l'épreuve d'une vérité qui se trancherait par oui, par non. Elle déchaîne la vérité comme telle. Donc, nous avons perdu une lectrice de Lacan inimitable, comme lui d'ailleurs disait, ne m'imitez pas, faites comme moi. Ça n'est pas facile de ne pas imiter Diana et pas facile du tout de faire comme elle, mais il nous reste quand même une possibilité, c'est que nous pouvons toujours la lire. Voilà. Merci beaucoup. Ben, j'ai beaucoup insisté, j'insiste toujours d'ailleurs, sur ce terme de varité. Varité, V-A-R-I-T. Donc Lacan a discuté la question de la vérité. Bon, vous savez bien qu'elle est assez religieuse, la question de la vérité, ou qu'il a même, je crois, accusé la philosophie d'être beaucoup dans la vérité. La critique de la vérité, Lacan n'a fait que ça tout le temps. Et donc, à un moment donné, il a inventé le mot varité, comme si c'était variedad. Variedad, c'est variedad y verdad. D'accord? Voilà. Donc, finalement, il a inventé ce néologisme pour dire il y en a marre de la vérité, s'il vous plaît, philosophe ou religieux, la psychanalyse, la psychanalyse, ce qui en parle vraiment, c'est le mot varité que j'invente. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule vérité, que la vérité est variée, et que voilà, c'est pas vérité au-delà des Pyrénées, vérité en ça. Lacan, justement, essayait de sortir un peu de ça pour la psychanalyse. Mais peut-être que vous avez entendu chaque fois le mot vérité. C'est pour ça. Oui. Vous n'avez pas entendu que je disais varité. C'est ça? Oui, mais je n'ai pas entendu. Non. J'ai mal entendu. Mais je n'ai pas. Il y a 2 points que je voudrais souligner dans le travail de Diana Rabinovitch dans le champ de la traduction. Premièrement, lorsque dans son séminaire, elle traitait un sujet qui comportait des mots techniques ou conceptuels, ou bien des expressions de Lacan au décours d'une construction théorique, et qui représentait un écueil à la traduction, elle le signalait, elle ne passait jamais vite fait dessus. Ainsi, je vous fais part d'une série d'interventions dans son texte commentaire de la signification du phallus, d'abord, mais vraiment très bref, et puis 3 articles qui sont dans le noyau et quelque chose de lié à la langue. Dans la signification du phallus, plutôt dans le commentaire qu'elle fait, qui est publié d'ailleurs sur le texte de Lacan des années 50, Diana fait particulièrement attention à ces questions-là. Elle s'arrête, par exemple, sur le destiné à, le phallus, le signifiant phallus comme destiné à, qui en français, dans le texte de Lacan, n'est pas expliqué, qu'elle explique comme un mode contingent de la logique, ce destiné à du phallus, et qui s'opposerait, dit-elle, à un autre
à une autre description du signifiant phallique de Lacan qui conditionne par contre les effets de signification. Et là, elle oppose la question du destiné à comme contingent à conditionner les effets de signification comme un mode nécessaire qui résonne le signifiant de la condition. En espagnol, elle nous le rappelait, le conditionnement et l'inconditionnel peuvent avoir d'autres usages et d'autres résonances, mais elle rappelait le lien avec la logique. Observez, dit Diana, que Lacan met entre parenthèses, par exemple, dans ce même texte, je crois que c'est dans ce même texte, observez, disait Diana, que Lacan met entre parenthèses le terme hegelien de désir, begehren, mais pas le terme freudien de Wunsch. La division entre nécessité et désir passe par l'usage par Lacan et que Diana soulève entre begehren et le Wunsch freudien. L'autre aspect est un goût incommensurable pour l'espagnol, mais pour les langues en général, je pense, chez elle, et pour la production incessante de résonance dans ces langues-là. Cela s'est très bien articulé à son travail de passeuse entre le français et l'espagnol, mais aussi avec l'anglais, parce que, comme Françoise Goroc le rappelait, elle était une profonde connaisseuse des post-freudiens, de Mélanie Klein, de Bion, dont elle parle beaucoup dans son texte sur l'objet en psychanalyse. Parlons de son travail maintenant sur le piropo. Vous savez ce que c'est le piropo, j'espère, mais ce n'est pas sûr parce que le piropo, c'est une production langagière en espagnol, produite, on considère que c'est une production poétique. C'est intéressant parce que le piropo n'est pas traduisible, le mot. Il est traduisible en anglais comme compliment, en français comme compliment et éloge, mais ce n'est pas le piropo tout ça. Le piropo, c'est le piropo. Et Diana se penche sur la question. Elle dit que c'est une forme poétique en espagnol, propre à la langue espagnole. Le piropo, comme l'agudeza, le witz, dont il est constitué, introduisent du nouveau dans le code, explique-t-elle. Il s'agit d'un hommage à une femme. Piropus est pierre précieuse en grec, le rouge du rubis et du cœur. Et si vous, comme homme, vous n'avez pas d'argent, vous pouvez toujours offrir ces belles paroles. La particularité du pirope est qu'on l'adresse à une passante, une inconnue, raison pour laquelle il est devenu impopulaire de nos jours. Entre autres parce que parfois il s'abandonne, le piropo, dans l'usage qu'il en est fait, qui s'éloigne de la courtoisie qu'il comporte à l'origine. Diana serait d'accord pour exclure du piropo ces cas-là où la courtoisie est exclue. Diana signalait la jouissance du piropo, c'est très important, qui consiste à le proférer tout simplement, pas à posséder la femme, qui est la soi-disant destinataire, je dirais plutôt l'excuse. Le piropo en espagnol a d'autres noms synonymes, comme chispa, étincelle, coqueteo, faire de la coquetterie, flirter, faire de la galanterie, ingeniosidad, gracia. Mais rien peut égaler le piropo. Le travail de Diana vise à donner une spécificité de la langue espagnole, de toutes ces équivoques, dans le travail analytique, dans l'éthique que le bien-dire laisse entrevoir et conditionne la langue espagnole. Elle fait appel à l'étude de Gratien, bien sûr, qui a été citée à plusieurs reprises sur le witz, la pointe, et la langue elle-même, le concept, le concepto. Et la culmination de l'agudeza, le witz. Ce qui est intéressant est le chemin que Diana fait depuis qui doit utiliser la pointe, le concept, puisqu'il s'agit d'un homme désenchanté. Et ça, c'est très important chez Diana, désenchanté, qui se sert de la rhétorique. Le conceptisme soulignait le caractère novateur du concept créé.
elle surprend, il est équivoque, il faut le déchiffrer. Les lois que Gratien décrit dans la construction du concept permettent également de situer l'objet. Diana, sans plus s'attarder dans le Witz et les lois de celui-ci en espagnol, signale dans cet article sur le piropo les modes logiques de l'amour. En fait, elle passe du pirope à l'analyse des modes logiques de l'amour, c'est-à-dire l'amour divin, l'amour masochiste et donc et l'amour courtois, bien sûr. Dans cet article, la présence de Gratien et du pirope n'est pas ensuite reprise lorsqu'elle étudie les formes de l'amour. Signalons que Diana souligne la question de l'adoration du verbe du logos commune à l'amour chrétien et platonique. La place de la jouissance symbolique hors corps introduit ce que Lacan appelait la perversion de l'autre. Quel rapport y a-t-il entre la vérité et le réel? Élément très important pour les cures analytiques. Diana répond que la beauté montre et occulte l'inexistence du rapport sexuel. Je passe sur tout ça. Elle a beaucoup écrit sur l'inexistence du rapport sexuel. Elle l'a expliqué, elle l'a appliqué. Donc, je ne vais pas rentrer dans toutes les occurrences de son usage et sa richesse dans les traductions. Je vais simplement remarquer qu'elle a donné beaucoup d'importance au baroque espagnol, non seulement à Gratien, qu'elle l'a étudié, qu'elle le connaissait, et qu'elle était probablement très touchée par la question du désenchantement que le baroque traite, que Gratien traite, et elle a donné pour titre à deux de ses écrits l'équivoque désenchanté et l'amour désenchanté, desengañado. El amor desengañado et l'équivoque desengañado. Et c'est comme à l'usage de Lacan dans son étourdi, dont le titre condense ce que le texte va traiter, ces deux titres, elle réussit à faire quelque chose de très original et créatif parce que c'est Gratien, pour Gratien, ce n'est pas l'équivoque qui est désenchanté, c'est l'homme qu'il décrit, l'homme qu'il idéalise, la personne qui doit aboutir à être désenchantée. Et c'est très intéressant dans ce texte, je ne vais pas rentrer dans les détails, Diana Rabinovitch situe l'amour comme désenchanté et l'équivoque lui-même comme désenchanté. Donc, je propose qu'on passe aux questions qui restent, peut-être à la réponse de Barbara. Pourquoi il faut deux langues? Est-ce qu'on voit pourquoi est-ce que c'est d'une autre langue qu'on voit mieux la sienne? Moi, ma phrase habituelle, c'est il faut au moins deux langues pour savoir qu'on en parle une. Si on n'a pas de langue, on ne sait pas que c'est une langue que l'on parle. Ce n'est pas la peine de les savoir bien toutes les deux, ce n'est pas le point. C'est de savoir qu'il en existe une autre et de la flairer. D'ailleurs, flairer, c'est le mot grec pour dire intuitionner, penser. C'est le même mot qui désigne le flair du chien et ce que fait Dieu. Donc, voilà. Il faut flairer une autre langue pour savoir que c'est une langue que l'on parle. Au moins flairer une autre langue. Et l'idée, c'est que on voit bien pourquoi Lacan peut dire ensuite que qu'est-ce que c'est la métalangue sinon la traduction. Donc, c'est à partir de plusieurs langues que quelque chose comme une métalangue peut se fabriquer, qui est simplement le entre les langues. La traduction comme savoir-faire avec les différences entre les langues. Alors, bon voilà, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire là-dessus, mais simplement, on peut peut-être prendre des exemples. Et vous voyez bien comment c'est lié à l'équivoque. Ce n'est pas les mêmes équivoques d'une langue à l'autre. Les engaños, je ne suis pas sûre que ça soit si équivoque que ça. En français, c'est juste intraduisible, là, franchement. Oui. Mais prenez le mot sens.
Je ne me rendais pas compte à quel point c'était équivoque en français, sauf à le traduire. C'est-à-dire sens, ça veut dire signification, ça veut dire sensation, ça veut dire direction. Quand vous passez à l'anglais, vous avez 3 mots. C'est comme ça qu'on sait qu'il se passe quelque chose là. Et puis on le sait aussi autrement, on le sait quand on le sait quand on regarde sous un mot, comment il est fabriqué. Prenons le mot dette. En français, ça vient du latin. Bon, ça va, on rend, c'est fini. En allemand, Schuld, c'est la faute, la dette. Là, c'est compliqué. Quand vous rendez, vous êtes toujours en faute. Hein. Et on peut dire que le rapport franco-allemand, peut-être, il se noue là. Le rapport récent par rapport à la dette, voilà, c'est noué ici. Je prendrai un dernier exemple. L'équivoque est réciprocable, si j'ose dire. C'est-à-dire que si je prends la manière dont on dit vérité en russe, pravda, on croit que ça veut dire vérité, mais ça veut dire justice. La pravda, c'est le premier recueil de lois. Et puis, la pravda, le journal, dit la vérité. Donc, pravda, c'est justice et vérité. Pour nous, c'est équivoque. Maintenant, prenons vérité en français pour un russe. C'est terriblement équivoque. Ça met ensemble 2 mots qui n'ont rien à voir. Ça met ensemble pravda, la justice, et l'exactitude, istina. Le français est équivoque pour le russe est équivoque pour le français. Cette réciprocabilité de l'équivoque, c'est quelque chose de très intéressant et très important. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est ça qu'il y avait dessous. Je crois que c'est important de préciser que si Diana avait parlé de faire des études de médecine et les avait commencé, comme tu as dit, et pas pu les finir, hein, je tiens à préciser que Diana n'était pas à échapper, par exemple, à ce qu'on voit à l'hôpital psychiatrique. Et que c'est pour ça qu'elle a passé beaucoup de temps dans mon ancien service, parce que elle n'était pas, comment je vais dire méchamment, une psychologue qui pense qu'à la psyché. Elle avait cette intelligence, hein, par exemple, hein, de ne pas prendre la fuite, hein, devant voilà, des personnes qui sont dans le logocarine, des personnes qui sont pas forcément dans les normes. Hein. Elle avait cette insistance et à un moment donné, à Buenos Aires, elle parlait faire des choses avec l'hôpital psychiatrique. Bref, c'est pas seulement la médecine qui l'intéressait. Si ça ne choque pas, je dirais aussi la psychiatrie. Et c'est en ça qu'on pouvait communiquer. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, je remercie spécialement aujourd'hui la venue de nos invités. Je remercie le caractère d'hommage et en même temps de rappel de tous ces travaux, des rappels des points d'intérêt de Diana qu'on regrette tous. Peut-être les travaux vont continuer parce que pour certains sont en cours et la lecture de Diana sera probablement enfin accessible, je ne dévoile pas plus, la lecture de ces travaux et notamment ceux autour de l'étourdi, ce qui me paraît très important. Et pour reprendre les paroles de Roger Chartier, c'est lui faire justice. Et peut-être ça rentre aussi dans la circulation que Roger Chartier étudie dans sa chaire, la circulation des savoirs, des livres, des écrits, du passage de l'oral à l'écrit. Ce qu'elle a fait rentre dans cette rubrique, ce qu'elle a fait comme travail tout au long de sa vie.
Et donc, on est triste de son mode subite de nous avoir quittés, de sa mort, mais on va continuer à travailler et je vous remercie beaucoup. Je remercie Carlos de Santos, son mari, pour l'aide technique et le matériel. Je veux simplement dire que je reste sur... enfin, je n'ai pas osé dire ce que je pensais tout à fait. C'est-à-dire que je n'ai pas osé dire l'immense tendresse, l'immense aide qu'a représenté Diana, par exemple pour moi, et aussi à quel point Carlos, Madame Thial et l'accueil là-bas, l'accueil là-bas et même l'accueil ici a pu compter, et pas seulement pour moi, mais pour moi beaucoup. Merci. Merci de rappeler cet aspect de Diana si délicatement, sa générosité immense avec son savoir et sa personne. Et donc, merci de votre présence. Merci beaucoup pour le temps que vous avez consacré à transmettre qu'elle a été pour la psychanalyse et pour les sciences sociales. Merci.